Alors je m'appelle Morgane, j'ai 32 ans et je vis à Paris actuellement. Je suis web designeuse pour la filiale billetterie de la Fnac. Donc bac L avec option art plastique. Donc à l'époque ça me faisait à peu près 8 heures d'art plastique par semaine. Et j'avais aussi l'option facultative art plastique, entre autres, puisque j'avais tout misé là-dessus. Pas complètement, puisque moi c'était entre autres là-dessus que j'avais basé la suite de mon parcours professionnel. Donc pour moi l'art plastique c'était à la fois et un plaisir et l'occasion de miser sur mes futures études, en tout cas les études supérieures. J'ai commencé par une licence générale en art plastique, donc première et deuxième année à Rennes 2. Et ensuite, je me suis spécialisée en parcours professionnel avec une licence 3, c'était métier de l'édition et conception graphique et multimédia. À la fin de ma licence 3, par contre, j'ai décidé de faire un master professionnel, toujours à Rennes 2. Et là, c'était conception graphique et multimédia aussi. Et là, par contre, évidemment, c'était beaucoup plus orienté sur les nouvelles technologies. Les 2 premières années que j'ai fait, en tout cas, c'est une licence générique. Donc du coup, on va vraiment faire des cours théoriques. On va aborder à la fois l'esthétique de l'art, donc le côté un peu philo. Il va y avoir des cours de pratique avec différents professeurs qui ont eux-mêmes développé des cours par rapport à leur propre pratique aussi. Donc ça peut aborder la photo, ça peut aborder la peinture, le dessin, tout dépend de la manière dont nous-mêmes d'ailleurs ce qu'on a apporté dans le cours. Là, ça va vraiment être plutôt acquérir des bases, de connaissances. Et à côté de ça, on avait quand même un suivi avec des tuteurs, notamment en première année, sur justement savoir s'orienter dans les études supérieures, parce que on sait bien que ces années génériques, ça va être essentiellement de la connaissance et pas forcément un métier. Donc il y avait ces petits tutorats qui aidaient aussi à s'orienter ensuite. Et c'est là que moi j'ai d'ailleurs en première année découvert le nom de mon métier, de ce que je voulais faire, donc qui était le graphisme. J'avais la chance qu'à Rennes, il y avait un parcours professionnalisant avec la licence et ensuite du coup le master. Et donc la licence, on passait quand même en deuxième année générale, on était à 250 à peu près. Là, on arrivait à 28 élèves. Donc il y avait une sélection qui était faite, donc qui était à la fois et sur dossier et sur un oral avec un jury qui était composé à la fois de professeurs de l'université et en même temps de professionnels qui étaient en activité sur le secteur de Rennes. Et à partir de ce moment-là, donc on se retrouvait à 28 élèves avec des professionnels qui intervenaient en tant que professeurs dans toute l'année. Et en l'occurrence, là, il y avait cette exploration des métiers multimédia et de la partie print. Le print au sens français, le papier, l'impression. Donc là, ça va plutôt être les métiers de l'édition. Ça nécessite d'être passionné aussi, parce que ça peut aller vers des débouchés d'illustrateurs, ça peut être dans le graphisme aussi, mais il faut avoir les bons contacts. Et c'est bosser aussi avec des festivals, donc c'est des métiers passionnants. Par contre, il faut avoir un bon carnet d'adresses. Oui, parce que en fait, je voulais m'orienter vers je voulais me donner la possibilité de travailler avec plusieurs types de secteurs et pas seulement rester avec un seul domaine. Et d'ailleurs, actuellement, je travaille dans le domaine du e-commerce. Donc, et pour travailler dans le e-commerce, c'est essentiel de savoir maîtriser en tout cas l'informatique, entre autres, et l'informatique c'est un peu au sens large, mais de savoir s'intéresser en tout cas aux nouvelles technologies. Là, en l'occurrence, dans le cursus public, c'était ce qu'il y avait de plus abordable. Parce qu'il y avait, en première année, les frais d'inscription étaient autour des 200-300 euros à peu près. Et en fait, c'est exponentiel au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que le master, on était plutôt près des 500-600 euros l'année. J'ai pas eu besoin, en tout cas, de travailler à côté. Par contre, tous les étés, j'ai fait en sorte d'avoir des stages pour pouvoir non seulement me créer une expérience professionnelle, parce que le but n'était pas de faire un stage qui n'avait rien à voir avec mes études, mais voilà, d'optimiser ce temps des vacances d'été pour travailler
et en même temps me faire un petit pécule, parce que mine de rien, ne serait-ce que s'acheter du matériel, ça coûte cher, un ordinateur, enfin, et tout ce qui va avec, ne serait-ce qu'une imprimante, si on veut faire... Enfin voilà, savoir s'équiper, c'est aussi un certain coût, et les stages, ça peut aider à ça, quand ça c'est pas pour le loyer. C'était au cours de la licence pro et du master pro, où il y avait imposé des stages chaque année en fait. Donc en licence 1, j'ai fait un stage donc, sur le temps de l'été dans de la médiation scientifique. Sur les stages qui étaient imposés, en licence 3, j'étais dans une maison d'édition d'objets, donc on travaillait avec des artistes, justement pour éditer leurs œuvres en fait, sur des bijoux, sur des sacs, sur vraiment des objets du quotidien. Et j'ai retravaillé avec eux en master 1, en stage, et là j'avais demandé à changer de poste pour être assistante de direction artistique, alors qu'avant j'étais juste graphiste. Et donc du coup ça me permettait d'avoir un peu plus comment dire, d'opportunités au niveau des missions, plus d'échanges avec les artistes et moins de faire en l'occurrence. Et en dernière année, c'est là où je suis montée sur Paris pour la première fois, parce que tous ces stages-là étaient soit en Normandie, soit en Bretagne. Et là, le dernier stage de fin d'année, c'était à Paris, dans une boîte, une micro-entreprise qui travaillait dans la mode, le luxe et la beauté. C'était en petit comité, puisqu'il y avait le directeur artistique et moi-même. Et on était situés dans le 10e arrondissement, et on travaillait avec toutes sortes de clients, que ce soit d'autres agences de communication, des artistes, des grandes marques de luxe. Et du coup, ça permettait aussi de brasser du monde. Enfin, à l'époque, c'était diplômé de conception multimédia artistique et culturelle, un nom hyper générique, alors que bon, clairement, 90% de la promo devenait graphiste. Après, les métiers ont vachement évolué, parce que c'était en 2012, donc là, ça fait bientôt 10 ans. Et du coup, je sais qu'il y en a qui sont devenus graphistes, qui sont revenus à du print. Il y en a d'autres qui sont devenus ce qu'on appelle web designer. Moi, j'ai commencé comme ça. Et après, au moment de commencer à bosser, là, ça fait 8 ans que je suis dans mon entreprise, j'ai aussi fait des formations continues, et qui m'ont amené à des études qu'on appelle donc l'UX et l'UI, donc qui sont sur travailler le graphisme en prenant en compte l'expérience utilisateur, et justement ça fait travailler ce qu'on appelle le design d'interface et réfléchir sur comment optimiser les interfaces. Si on a envie de faire un métier tel que graphiste, web designer ou designer UI, UX, etc., c'est indispensable de pouvoir de faire des études professionnalisantes, parce que le cursus générique, c'est hyper intéressant parce que ça apporte de la connaissance, ça apprend à être curieux, et ça c'est indispensable dans ces métiers-là. Par contre, il faut aussi savoir mettre les mains dans le cambouis et se trouver une formation qui va vraiment permettre de rencontrer des professionnels en fait, pour que vraiment eux parlent de ce que c'est le métier. Parce que le souci qu'il peut y avoir par exemple avec les cursus universitaires, c'est que les directeurs de formation sont des professeurs d'université qui n'ont pas forcément cette capacité et cette vision du marché et de l'évolution des technologies en temps réel. Donc ça met toujours, il s'actualise, hein, mais ça met toujours un peu plus de temps que d'être directement en contact avec des professionnels. Donc c'est bien d'avoir des études génériques pour faire des connaissances, mais il faut aussi pas avoir peur d'aller à la rencontre justement directement des professionnels. Je suis web designer, et avec je dis une sensibilité UI UX, puisque c'est les dernières formations que j'ai faites, sachant que maintenant c'est des formations qui existent déjà en études supérieures. Donc c'est des choses, moi forcément ça n'existait pas il y a 10 ans, donc je les ai appris sur le tard. Donc c'est ça, c'est web designer, donc designer d'interface de site internet. Je vais avoir deux types de travail dans une journée. On va avoir ce qu'on appelle le run, on va avoir la partie projet.
Le run, c'est simplement ce qui est le fil continu de la journée. C'est-à-dire que moi je travaille dans la billetterie, donc c'est le spectacle vivant, donc ça va être de savoir mettre en avant les différents spectacles qui vont avoir lieu. Donc ça va être de décliner les différents supports de graphisme qui vont être comment dire, demandés par les producteurs. Ça va être la bannière web, ça peut aller dans une newsletter, ça va aller sur les réseaux sociaux, ça va aller un peu partout, sur les écrans en magasin Fnac. Et il y a la partie du coup projet, où là ça va plutôt être les tâches de fond, celles qui ne vont pas se faire en 5 minutes, parce que là ça va être des travaux de réflexion avec l'ensemble des équipes qu'il va y avoir dans les locaux, sur comment optimiser le site. Alors après, il faut savoir aussi que c'est énormément de négociations avec les différentes équipes, et c'est le grand patron qui a toujours raison. Dans tous les cas. Mais en tout cas, c'est des discussions où justement ça va être d'essayer d'optimiser, et faire des tests avec les utilisateurs, ce qu'on appelle les A/B tests, où ça va être qu'est-ce qui va être le plus pertinent entre, c'est un exemple à la con, hein, mais est-ce que le bouton est plus pertinent en étant vert ou en étant noir, quoi. Et est-ce qu'il doit être plein, est-ce qu'il doit être vide ou filaire. Ça peut être plein de petites choses comme ça, mais qui vont être un ensemble de réflexions pour faire en sorte que l'utilisateur, en fait, il ne réfléchisse pas à je suis sur ce site internet, je ne sais pas où est le panier. C'est con. Donc, ce genre de truc, faut faire en sorte que l'utilisateur, il arrive sur le site, il ne cherche pas trop à savoir où sont les choses, puisque d'instinct, elles sont placées au bon endroit. Alors déjà, il faut être curieux. Ça c'est sûr, parce qu'il faut savoir rester à l'écoute de tout ce qui se fait au niveau du design, simplement parce que si pour la mode ça change tous les ans les tendances, et pour le graphisme c'est exactement pareil. Il y a des tendances et pour le web il faut savoir les suivre. Et donc il faut savoir faire de la veille et rester curieux. Il faut savoir être à l'écoute des autres, puisque le graphisme c'est pas on peut avoir une pratique personnelle de graphisme, où là on est seul décideur de ce que ça va rendre, mais dans le côté e-commerce, en l'occurrence, c'est énormément de discussions et savoir être à l'écoute du besoin. Parce qu'il y a à la fois le besoin de l'entreprise chez qui on va travailler, ou du client si on est en agence de communication, et il va y avoir le rendu final. Et nous, on est en fait une espèce d'intermédiaire où on va digérer en fait la demande pour opérer ensuite un rendu qui sera la concession entre l'esthétisme et le besoin initial. Parce que c'est vrai que des fois, il y a le petit conflit comment dire, entre les graphistes, les artistes, hein, comme disent les autres métiers, et le client de base, qui lui trouve que le logo n'est pas assez gros et que le prix n'est pas assez gros non plus. Des fois, il faut apprendre à savoir faire des concessions. Et la troisième qualité, je pense que c'est entre autres, c'est une des plus importantes, c'est ne jamais prendre ça pour soi. C'est-à-dire de jamais prendre les critiques qu'on peut nous faire pour soi-même, puisque ce n'est pas une critique personnelle, voilà, c'est de la discussion, et il faut savoir à la fois se préserver déjà, parce que ça ne sert à rien de se vexer, et puis il faut savoir aussi prendre confiance en son métier, et savoir convaincre la personne de pourquoi mon avis de professionnel est pertinent. Mais il faut aussi savoir choisir ses batailles. Et donc voilà, c'est un métier où il faut aussi prendre un peu de recul, parce que c'est pas parce que ce qu'on vient de rendre comme créativité est pas bien accepté que c'est pas bien en fait. C'est juste, voilà, il faut savoir moduler et rester hyper zen, parce que se vexer, ça n'apportera jamais rien. C'est un peu le piège hein, par contre, parce que moi j'ai commencé à un salaire très bas. Et du coup, sur Paris, c'est un peu chaud, hein, quand même, il faut dire. Faut pouvoir quand même payer son loyer. Et si on peut avoir le luxe, façon de parler, d'avoir des activités annexes autres que travailler et dormir, c'est mieux. Mais j'ai commencé donc relativement bas. Et là, ça fait à peu près... Je suis dans la 8e année dans cette entreprise-là. Donc évidemment, si j'y suis restée, c'est qu'il y a eu des évolutions. Donc lentement mais sûrement, j'ai réussi à gravir un petit peu des échelons, puisque j'ai commencé comme graphiste, et ensuite j'ai fait aussi mes formations, et maintenant je suis manager de ma propre équipe, où on est une petite équipe de 3 personnes.
Et manager, c'est pas simplement c'est moi le patron, c'est aussi prendre la responsabilité de discuter avec ses équipes et faire l'intermédiaire avec les supérieurs en fait. Donc c'est un ensemble. J'ai eu du coup cette ascension de carrière et en même temps d'ascension de salaire qui s'est fait progressivement sur ces 8 années. J'étais autour des 1280 nets par mois et maintenant j'en suis à 2000. Donc ce qui n'est pas une très grosse évolution par rapport à mon nombre d'années et d'expérience. Si je changeais de métier, je pourrais largement gagner presque 500 à 600 euros de plus au minimum par mois. Mais ça, c'est aussi le choix de changer d'entreprise parce que actuellement ça fonctionne énormément comme ça. Savoir en fait rompre son contrat pour partir vers d'autres entreprises qui ne peuvent pas vous embaucher à moins que ce qu'on gagne actuellement. Et donc après, c'est savoir aussi se vendre pour ensuite négocier un meilleur salaire. Designer UX UI, web designer, ça peut monter très très haut. Hein. On peut gagner jusqu'à facilement 35K, 36K par an, quoi. Donc ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Donc après, bon, c'est des choix de carrière, de savoir est-ce que je reste parce que le secteur de métier me plaît, les équipes sont bien, puisqu'il faut aussi il faut choisir un métier non seulement qui nous plaît, mais il faut aussi choisir une entreprise dans laquelle on est bien. Bah, à côté de mon travail, déjà, j'ai aussi un statut de micro-entrepreneur. Puisque du coup, au niveau des taxes, on est payé que sur ce qu'on gagne. Donc du coup, ça me permet d'avoir ce statut pour avoir des missions ponctuelles et travailler avec beaucoup plus petites structures, soit des compagnies de théâtre, soit même des associations, etc. Et de pouvoir aussi choisir mes clients, qui ne sont pas les mêmes que ce que je vais avoir au travail au quotidien. Fut une époque, je faisais aussi les cours du soir aux Beaux-Arts à Paris, où il y a les Beaux-Arts qui proposent tout plein d'ateliers très différents. Moi, je faisais du modèle vivant. Donc, tous les lundis, à 19h, j'avais 3 heures de cours de modèle vivant. Et du coup, j'avais le temps, puisque les cours étaient à 19h, je terminais à 18h. Ça matche bien, c'est chouette. Donc, j'avais le temps d'avoir cette pratique-là. Et depuis 2016, je fais du podcast. On m'a recruté un peu à l'arrache, mais j'ai fait du podcast. Et pour une émission qui est dédiée à la culture générale. Et on va parler que de nos coups de cœur, en gros, de ce qu'on a vu, que ce soit des films, des séries, etc. Pour pouvoir débattre joyeusement sur qu'est-ce qu'on a envie de recommander aux gens actuellement. Et du coup, ça m'aide aussi vachement dans mon métier, parce que avoir cette activité de podcast, c'est savoir parler à l'oral. À la base, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, donc notamment sur les négociations de salaire, ça peut être très évident hein, quand on est extrêmement timide, ou simplement devenir manager quand on n'ose pas trop parler aux gens, c'est compliqué. Et le podcast, moi, ça m'a vachement aidé parce que justement, il y a ce côté prise de parole décomplexée on est entre amis, etc. En ayant la conscience qu'on est enregistré, et mine de rien, ça aide énormément sur la confiance en soi. Donc travailler n'empêche pas d'avoir des projets de famille, des projets sportifs, culturels, de profiter de la vie parisienne, parce que là, en l'occurrence, tout se situe à Paris, et on peut profiter d'un ensemble de choses très agréables.